Mais comme vous pouvez le voir, selon cette carte, pratiquement tout le territoire de l'Ukraine est marqué par des flèches, ce qui indique que c'était l'une des plus grandes frappes massives sur le territoire ukrainien. During the previous night, we got a lot of videos from the Russian sources how they were bombing and attacking the Ukrainian positions, including HIMARS systems. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation en Ukraine, mais surtout à quelque chose que j'ai constaté sur le plateau de LCI, c'est que les pro-ukrainiennes, celles qui sont au courant de la situation en Ukraine, commencent petit à petit à réaliser c'est dans quoi l'Ukraine est en train de s'embarquer. Et vous allez voir, peut-être que certains n'ont pas relevé, que quand vous écoutez attentivement ce qu'elles disent, la situation de l'Ukraine est beaucoup plus grave qu'on ne le pense et que les Occidentaux sont vraiment prêts à sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Nous allons commencer avec cette vidéo de TF1, nous allons commencer avec cette vidéo de LCI de ce matin qui nous présente la situation en Ukraine. Et la vidéo est intitulée « Guerre en Ukraine, Zelensky revendique des avancées en Russie ». La guerre est-elle en train de s'installer sur le sol russe et la Russie est-elle elle-même en train de comprendre que la guerre est sur son sol quand on voit par exemple que des abris anti-aériens sont parfois construits dans certaines rues pour tenter de protéger les civils. Par ailleurs, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, hier, il a revendiqué la prise de 2 nouveaux villages. On va l'écouter. Je viens de parler au commandant en chef, Oleksandr Syrski, et il y a des avancées de nos troupes dans la région de Koursk, de 1 à 3 kilomètres. On a pris le contrôle de 2 villages de plus. Des combats actifs sont en cours dans un autre village. Le discours de Zelensky date de hier. Et regardez quelle était la situation hier à Kiev et lui-même, qu'est-ce qu'il disait hier à Kiev. Зараз повітряна тривога і Росія активно обстрілює нас ракетами, тому для того, щоб убезпечити себе, я чекаю в метро. Пережидаю переходу. На завод не пускають під час тривоги. От, вертаю час, вже 4-й час тривоги. З 6 ранку тривоги. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ouais, comment le discours change. Sur LCI ce matin, on le présente comme confiant, comme quoi l'Ukraine est à l'initiative à Koursk et que ils sont en train de gagner du terrain. Hier, quasiment toute la ville, enfin la plupart des gens de la capitale étaient obligés de se terrer sous terre. Même pas parce que la Russie est en train d'essayer de bombarder la ville, mais parce que la Russie est en train de bombarder des infrastructures énergétiques. Et souvenez-vous bien qu'il y a 5 jours, ils ont dit qu'ils sont partis à Koursk pour établir une zone tampon. Quand vous allez voir les zones bombardées par les Russes et les zones touchées par les Russes, posez-vous la question de la pertinence
de vouloir soi-disant envahir la Russie pour établir une zone tampon quand la Russie peut à tout moment bombarder presque n'importe où en Ukraine. Et surtout, si la Russie peut bombarder comme ça et qu'elle ne le fait pas au quotidien, ou alors si elle voulait vraiment faire du mal, elle pourrait concentrer tout ce bombardement-là qu'elle éparpille sur tout le territoire ukrainien en un seul endroit et faire le maximum de dégâts. Elle ne le fait pas. Alors, est-ce que la Russie est-elle vraiment aussi diabolique que on vous présente tous les jours sur les plateaux télé? Passons sur cette vidéo. On va revenir à hier. Et petit à petit, on va remonter. Hier, inquiet de la situation à Pokrovsk, LCI nous présente une vidéo appelée « École bombardée à Pokrovsk ». Le front intenable pour l'Ukraine. Et surtout, écoutez bien ce que cette dame va dire. Pour vous montrer que ça commence à sentir la mise pour tous les dirigeants ukrainiens, ils le savent. Et ils sont en train de le voir venir. Sentiment des soldats ukrainiens qui se battent justement contre les Russes et on réagit ensemble. On écoute. Nous resterons ici. Nous les éliminerons jusqu'au bout pour qu'elles n'aillent pas plus loin, pour qu'elles n'entrent pas dans Pokrovsk. Elles n'entreront pas. Bien sûr, cette poussée russe dans la région est inquiétante. Il serait dommage que nous devions céder complètement la région de Donetsk. Des gens meurent pour sa défense depuis bien plus qu'1 an. Voilà, Natalia Turina, en résumé, détermination et inquiétude tout de même du côté ukrainien. Non, l'inquiétude, je la comprends, parce que quand Bloomberg dit que ni les uns ni les autres n'ont pas les moyens pour faire une grosse offensive, le problème c'est que les Russes n'en ont pas besoin d'une grosse offensive. Les Russes ont juste besoin de courir 2 pas avant les Ukrainiens. Vous savez, quand il y a un grand animal qui vous suit, et que vous êtes avec votre pote, si vous êtes à 2 pas devant lui, c'est lui qui va se faire bouffer, du coup vous êtes sauvé. Ils ont besoin juste de garder ce petit rythme et de grignoter petit à petit. Et puis s'ils prennent Pokrovsk, c'est vrai que dans le langage russe militaire, on appelle ça le large opérationnel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à la rive gauche, occuper toute la rive gauche. C'est-à-dire prendre toute l'Ukraine de l'Est, et je pense que c'est ce que Poutine voulait faire. Il voulait faire d'une partie de l'Ukraine une espèce de RDA de l'Allemagne de l'Est, pour qu'elle devienne comme la zone entre l'Occident et l'Orient qui est maintenant la Russie. Donc le problème, c'est que d'un côté, je comprends ces soldats qui sont dans les tranchées, mais d'un autre côté, est-ce que à ce rythme, l'Ukraine va pouvoir garder son pouvoir, même pas le territoire, le pouvoir. Le pouvoir de tenir, vous voulez dire, ou le pouvoir central politique? L'État. L'État, parce que je reviens, j'ai essayé d'expliquer, c'est le même problème qu'avait la Pologne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pouvait, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, s'obstiner pour Lviv et pour Danzig, l'un qui était revendiqué par l'Ukraine, et ils ont laissé Lviv à l'Ukraine, ils ont laissé Danzig chez eux, mais ils avaient peur que l'Allemagne ne les revendique, mais ils ont gardé l'État de Pologne. Voilà, vous avez attendu la dame. Maintenant, en Ukraine, on commence à oublier même l'idée de se battre pour les oblasts. On commence à se poser la question de l'après. Que restera-t-il de ce pays? Est-ce qu'il restera même suffisamment de ce pays pour qu'il reste un pays, pour qu'il reste un État? Et vous voyez bien, c'est la première fois que cette dame fait cette concession. Jusqu'à là, elle croyait aux bêtises que les Occidentaux leur faisaient croire, qu'on va vous donner les armes, on va vous donner tout, vous allez tenir, vous allez gagner. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas l'argent qui gagne la guerre. Ce sont les hommes. Ce sont la détermination des hommes. Et l'Ukraine en a de moins en moins. Et les mercenaires aussi qui viennent en Ukraine meurent de plus en plus. Et donc, cette dame vous dit la réalité. C'est que on commence à se poser la question de que restera-t-il de l'Ukraine? S'ils se posent la question de que restera-t-il de l'Ukraine, c'est qu'eux-mêmes, ils savent qu'en partie, cette guerre est foutue pour eux, cette guerre est perdue.
que ce que les Occidentaux leur font miroiter ne sera pas possible et que même quand ce sera le moment de négocier, ils n'ont plus rien pour exiger quoi que ce soit. On passe cette vidéo, puisque je ne vais même pas m'attarder à commenter, et on vient ici sur celle d'aujourd'hui. Et vous allez écouter encore, elle va encore s'exprimer une fois de plus, et vous-même vous allez comprendre que c'est définitif, c'est ancré dans sa tête. Il se passe quelque chose de grave en Ukraine. Voilà, Poutine veut cette région, et quel qu'en soit le prix, de toute façon, il l'aura. C'est pas comme ça que je lis les intentions de Poutine. Je pense que c'est son but. Pour moi, il est très clair. C'est pas le territoire. Ce qu'il veut, c'est priver l'Ukraine de son statut d'État indépendant, de sa souveraineté. C'est ça son but. Et même si les territoires vont pas lui appartenir, il lui faut que l'Ukraine devienne dépendante de sa zone d'influence, comme c'était le cas de l'Allemagne de l'Est, comme c'était le cas de tous les pays de pacte de Varsovie. En fait, c'est ça qu'il cherche, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il a tout le temps. Parce que pour lui, avoir quelques kilomètres de plus, peu importe combien de temps il va mettre. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Monsieur Chovancy et que rouleau compresseur, ça va pas comme terme. Lui, il peut progresser pendant un jour et faire quelques mètres, mais il va continuer de pousser. Et c'est ça la méthode russe depuis des siècles au fond. C'est-à-dire qu'il tape toujours dans la même porte et à un moment donné, elle cède. Et avec les conflits qui commencent à être en Ukraine, des informations par-ci par-là, la corruption qui devient de plus en plus critiquée, c'est ça que cherche Poutine. Et l'usure du peuple ukrainien. Il faut bien. Et les frappes d'ailleurs contre les villes qui ont commencé encore aujourd'hui. Bien comprendre une chose. Ça en fait partie. La Russie, autrefois, j'utilisais l'expression la Russie est 2 pas en avant par rapport à un loup qui suit les Ukrainiens et les Russes. C'est-à-dire que l'Ukraine, comme elle est en arrière, elle va se faire bouffer par le loup avant Poutine. Aujourd'hui, je dirais que pour les Russes, éventuellement, la guerre a commencé avec l'attaque à Koursk. C'est-à-dire 2 ans et demi après. Les Russes ne sont pas fatigués en raison de la différence de 2 ans et demi que le peuple ukrainien. Mais les Russes ont moins subi. Ils commencent juste à dire... à s'apercevoir qu'il y a une guerre. Il y a la guerre qui éventuellement a commencé. Encore faut-il même économiquement, en tout cas le peuple... Économiquement et surtout psychologiquement. Surtout psychologiquement. C'est que les Ukrainiens psychologiquement sont vraiment fatigués. Et alors, pour moi, ce n'est absolument pas une guerre d'invasion au territoire, c'est une guerre d'invasion d'influence et de l'État, de l'existence de l'État de l'Ukraine. Cette dame n'a jamais été de toute manière très pertinente dans ses analyses. Et il n'y a pas grand-chose, c'est pour cela que je ne rentre pas totalement dans les détails de ce qu'elle dit. Mais par contre, elle est au courant de ce qui se passe dans la société ukrainienne. Et ce qu'elle vous relate, c'est que les Ukrainiens, ça y est, ça lâche. Les Ukrainiens, dans leur tête, ça lâche. Il n'y a plus le moral, il n'y a plus le troupe. Et maintenant, ils commencent à se retourner vers ceux qui les dirigent. Ils commencent à de plus en plus critiquer la corruption. Ils commencent de plus en plus à regarder quelles décisions sont prises parce que c'est leur vie qui subit. Et elle est gentille, elle dit « Les Russes commencent à se croire en guerre ». Non, pour les Russes, ils ne sont même pas encore en guerre. Par contre, ce que vous avez fait, c'est que vous avez remobilisé ce pays. Et c'est étonnant de voir que les Occidentaux ne sont pas capables de voir ce qu'eux-mêmes, ils ont loué chez les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont été loués et se sont mobilisés à l'entrée de la Russie dans leur pays. Ce qui a même surpris les Russes. Et eux, ils pensent que leur incursion dans leur grand pays, un pays qui a gagné la majeure partie des combats, des guerres, des gens qui ont mis le pied en Russie, avec une population qui, contrairement aux populations européennes comme les États-Unis ou comme l'Angleterre, qui ont des populations qui ne veulent pas se battre ou qui ne sont pas en état de se battre, la population russe est relativement en bonne santé, surtout dans sa jeunesse. Même si la démographie russe n'est pas en faveur d'une croissance de la population,
N'empêche que les populations russes n'ont rien à voir avec les populations occidentaux. Chez les occidentaux, on trouve tout un tas de maladies liées à l'obésité et au diabète. Chez les Russes, les gens sont plutôt en forme. La preuve, ils recrutent et ils continuent à recruter parmi la jeunesse. Comme on a vu quand ils sont arrivés à Koursk. En majorité, c'était des conscrits jeunes, 18-21 ans, qui étaient là. Or, en Grande-Bretagne, eux et aux États-Unis, on a du mal à recruter des soldats. Alors, je ne vous parle même pas de l'armée française, qui ne pourrait tenir une guerre intensive que 2 mois, tellement elle n'a pas de munitions, elle a peu d'hommes. Donc, l'usure, ce que cherchait Poutine, commence à produire ses effets. L'usure de la population commence à se manifester. Et surtout, vous voyez bien, Poutine est en train de semer dans la population ukrainienne les germes pour qu'elle se débarrasse de ses autorités. Qui plus est, sont illégitimes parce que Zelensky veut se maintenir au pouvoir alors qu'il prend des décisions complètement farfelues, comme d'aller sacrifier des Ukrainiens à Koursk. Maintenant, je veux vous montrer les frappes ou la carte des frappes qui ont eu lieu en Ukraine pour que vous-même vous voyez à quel point, une fois de plus, la réalité des faits vient désavouer Zelensky. Son mensonge de comme quoi on est parti à Koursk pour faire une zone tampon et qu'on a réussi, à quoi ont-ils réussi si la Russie, il y a 2 jours, a frappé l'Ukraine comme ça? Vous voyez le nombre de missiles, le nombre de drones qui ont parcouru l'Ukraine lors du 26 août. Tout le monde craignait, les chancelleries demandaient à leurs ressortissants de ne pas être en Ukraine ou de partir de l'Ukraine à l'occasion de la fête de l'indépendance. Mais la Russie n'a pas frappé à l'occasion de la fête de l'indépendance. La Russie a frappé le lendemain et surtout la Russie n'a pas frappé les civils ou visé des trucs, des bâtiments civils ou quoi que ce soit. La Russie a essentiellement visé l'infrastructure énergétique. Et maintenant, nous commencerons par les frappes de missiles. Des cartes séparées sont publiées et selon ces informations reçues, pratiquement chaque région d'Ukraine a subi une frappe massive. Les unités russes ont mené des frappes soit avec des drones de type Gérant, soit avec des missiles balistiques ou des missiles de croisière. Mais comme vous pouvez le voir, selon cette carte, pratiquement tout le territoire de l'Ukraine est marqué par des flèches, ce qui indique que c'était l'une des plus grandes frappes massives sur le territoire ukrainien. Et bien sûr, les résultats des frappes ne sont pas faits attendre. Des informations arrivent déjà selon lesquelles, sans exception, dans chaque région d'Ukraine, des coupures d'électricité ont été signalées et certaines régions sont déjà plongées dans l'obscurité. La seule différence entre les régions réside dans le fait que dans certaines d'entre elles, en plus de l'absence d'électricité, il y a également des problèmes d'approvisionnement en eau. C'est la seule différence, en fait. Bien sûr, au cours de la journée, alors que des informations sur les frappes étaient publiées et que des images de contrôle objectif des frappes sur divers objets d'infrastructure énergétique apparaissaient, il est à noter que les principales frappes ont été dirigées vers des objets d'infrastructure énergétique. Par exemple, les dernières images, ces 2 images que vous voyez à l'écran, montrent les résultats d'une frappe sur la centrale hydroélectrique de Kiev. À la suite de cette frappe, la centrale hydroélectrique a été gravement endommagée. Comme vous pouvez le voir, pendant un certain temps, peut-être pas pendant des mois, mais pendant des heures ou quelques jours, le fonctionnement de ces stations a été paralysé. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je m'intéresse à la situation dans la région d'Ivano-Frankivsk. Nous allons y arriver. Des images ont également été publiées depuis le village de Lutsk. Sur ces images, nous pouvons observer des frappes d'un drone de type Gérant sur un bâtiment situé dans la partie centrale du village. Et par exemple, le résultat d'une frappe dans la ville de Rivne. Ici, nous voyons un grand nuage de fumée et il est rapporté que la frappe a été dirigée contre une sous-station électrique dans la région de la ville de Jitomir. Une photo avec de la fumée est également publiée dans la région de Vinitsa et des informations sont publiées sur quel objet a été frappé. Selon les informations reçues, encore une fois, il s'agit d'une sous-station électrique. Ainsi, selon les informations concernant Ivano-Frankivsk, l'objectif pourrait être légèrement différent, pas un objet d'infrastructure énergétique. Récemment, un matériel intéressant a été publié concernant les F-16 qui se trouvent sur
sur le territoire de l'Ukraine et des artisans, entre guillemets russes, des espions, ont réussi à géolocaliser, en utilisant un matériel très filtré, l'emplacement approximatif des F-16 ukrainiennes. Et cela s'est avéré être la ville d'Ivano-Frankivsk. Ils ont pu le déterminer grâce à cette photo. Il y avait une petite image, une seconde, pendant laquelle le coin ou le sommet du toit d'un des bâtiments était visible. Et grâce à ce toit, ils ont pu déterminer où le matériel avec les pilotes de F-16 a été filmé et ont réussi à localiser approximativement l'aérodrome où les Ukrainiens cachent leur F-16. Et selon les informations reçues, des frappes ont également eu lieu dans la région d'Ivano-Frankivsk. Cependant, plus tard, le ministère de la Défense a publié son rapport concernant la frappe de missiles massifs sur le territoire de l'Ukraine. Il y avait également des informations sur les frappes sur les lieux de stockage de la technologie aérienne occidentale. Cependant, selon les rapports du ministère de la Défense, ces lieux se trouvaient dans le sud de l'Ukraine, à Dnipropetrovsk, Dnipro, Zaporozhye, de Odessa et Mykolaïev, c'est-à-dire pas du tout à Ivano-Frankivsk. Et bien sûr, des frappes ont été menées sur Odessa. Pour l'instant, il est très difficile d'évaluer les résultats des frappes. Il sera clair combien de temps les Ukrainiens devront maintenir des coupures et de rétablissement de l'électricité, mais il est évident que cela deviendra clair dans les prochaines heures. Et on va aller directement sur le résumé sur Kursk. Comme ça, vous allez voir vous-même, enfin si ce qu'on essaie de vous dire à la télé correspond à ce que, pas les cartologues ukrainiens, les cartologues neutres, les cartologues ukrainiens et les cartologues russes constatent sur le terrain. During the previous night, we got a lot of videos from the Russian sources how they were bombing and attacking the Ukrainian positions, including HIMARS systems. For example, in this video, we can see a Ukrainian radar that was destroyed as a result of Iskander strike by the armed force of Russian Federation. Maybe not Iskander, maybe just artillery, like something like Krasnopol. A little bit in the northern direction we have a HIMARS system, and in this video we can see that the Russians, as a result of reconnaissance operation, managed to discover the position of HIMARS system that was attacking the Kursk area, and then the Russians were following after the HIMARS, and they discovered the position where the Ukrainians were trying to hide this multiple launch rocket system, and the Russians destroyed it as a result of Iskander strike. Another Iskander strike took place in the village of Kondratievka. According to the Russians, they managed to discover the concentration of Ukrainian forces, and as a result of attack, this building was destroyed. As for the changes on the ground, we have small gains of Ukrainian forces in direction of Glushkova. According to information we have some geolocations. In this video, we can see how the Russians were after withdrawing the Ukrainian vehicles to the west of Byakova, which confirms additional Ukrainian gains. So based on this video, we have adjusted the map and we have colored the territory that used to be considered as a contested area. We're talking about this small cloud. We still haven't received anything from Apanasovka. Maybe there are still very heavy clashes, but the number of geolocations from this direction confirms that. Donc, là, vous venez de voir la direction dans laquelle les Ukrainiens progressent. C'est comme je vous avais déjà dit avant, depuis que les Russes sont sur place, depuis que les Russes commencent à établir une ligne de contact, les Ukrainiens n'avancent plus. Les Ukrainiens sont en train de tenter une expansion de leur zone, de la zone de contrôle. Donc là où ils sont déjà, ils essayent de s'établir tout au long de la frontière parce qu'ils ne peuvent plus avancer. Et donc, sur les plateaux, on essaye de vous faire croire que, oui, soi-disant, on avance sur les terrains, quoi que ce soit. Mais ils n'avancent pas. C'est comme s'ils étaient là et ils prennent ce qu'il y a à leur gauche. Au lieu d'avancer là-bas, là, ils prennent ce qu'il y a à leur gauche, ils prennent ce qu'il y a à leur droite. Il est bien plus facile de prendre ce qu'il y a à ta gauche et ce qu'il y a à ta droite plutôt que d'avancer et d'aller te confronter à quelqu'un. Ai-je raison ou ai-je tort? Ukrainians are regrouping in this area and trying to concentrate as many as possible forces. The Russians are bombing this territory with FAB, trying to destroy the Ukrainian attack orders and not to allow them to move further in Glushkova direction. On the other hand, we stop receiving any updates from the Ukrainian side about any attempts to attack the village of Koreniova. Furthermore, we start receiving updates and changes on map in Russian favor. During the previous 24 hours, the Russians managed to restore complete control according to different map
snipers over the southeastern part of Korineva. Furthermore, the Russians managed to restore control over overly 60% of the village of Olgovka, and the Russians are pushing further. Furthermore, according to pro-Russian, pro-neutral mappers, the Russians restore control over these fields and over the village of Zhuravli. So for now, we're not going to adjust the map in someone's favor. We're going to mark these territories as a contested area, but as you can see, the Ukrainians stopped their offensive deep inside of the territory of Russian Federation. Now they began fall back, retreating towards more reliable positions in the central part of the foothold. Now the Ukrainians are mainly concentrated just along the western flank, and they're making more attempts, and they're making just the only attempts to attack in this direction. So maybe this is the only thing they're going to do. And that's it for today. Military Samurai channel reminds we condemn any violence in the world. Thank you for watching. Subscribe to my channel, put your likes to my Patreon, and have a good day. Mais en tout cas, voilà pour vous montrer la réalité de ce qui est arrivé. Et pour débunker tout de suite toute cette propagande qui continue à être mise au devant de tout le monde sur les chaînes. Et donc, moi je voulais juste faire cette vidéo pour rappeler ici la réalité de la situation, surtout parce qu'on attendait cette réponse russe. Et je voulais vous montrer qu'est-ce que cette réponse russe avait donné. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.